Bienvenue au rendez-vous 50 sur la mise en cause de la responsabilité civile, pénale et disciplinaire afin de connaître les risques pour pouvoir mieux les contrôler. Donc aujourd'hui, nous sommes 5 intervenants, donc Maître Augustin Robert, Vital Saint-Marc, Monsieur Vincent Régnier et Maître Bernard Sanso et moi-même Kelly Gasparetto. Nous allons commencer par poser la question suivante. Quelle différence entre la responsabilité civile, pénale et disciplinaire? Donc, je laisse la parole à Maître Augustin Robert pour la partie responsabilité civile professionnelle. Merci. Eh bien, la principale particularité de la responsabilité civile qui la distingue de la responsabilité pénale et de la responsabilité disciplinaire, c'est qu'elle a un unique objet, réparer le préjudice causé à la victime par la faute de l'expert comptable. Ou en d'autres termes, et pour reprendre une expression de la Cour de cassation, elle a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence de faute. Et pour cela, pour que la responsabilité civile de l'expert comptable soit engagée, il faut 3 conditions classiques, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Et la faute de l'expert comptable, elle présente une particularité, notamment si on la compare à celle du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, il a une mission légale. Mais contrairement à la mission du commissaire aux comptes, la mission de l'expert comptable est contractuelle. Et ça signifie que la responsabilité de l'expert comptable va s'apprécier par le juge à l'aune de la mission qui lui a été confiée et au regard du comportement d'un professionnel normalement prudent et diligent. Et le juge va également tenir compte, dans son appréciation de la responsabilité de l'expert comptable, de la question de savoir si l'expert comptable était tenu d'une obligation de moyens ou d'une obligation de résultat. On parle d'obligation de moyens lorsque l'expert comptable ne promet pas un résultat, mais il promet de faire ses meilleurs efforts pour aboutir à ce résultat. De la même manière que le médecin ne promet pas de guérir son patient, mais de lui prodiguer des soins diligents. L'avocat que je suis ne promet pas de gagner un procès, mais il promet de le conduire avec la plus grande diligence. Eh bien, l'expert comptable, dans sa mission, et notamment celle de présentation des comptes, n'est tenu qu'à une obligation de moyens. Cette obligation de moyens se justifie par le fait qu'il y a un aléa sur cette mission, puisque l'expert comptable ne procède pas à une vérification exhaustive de la comptabilité, mais il s'assure de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, et il le fait par voie de sondage qui laisse nécessairement subsister une part d'aléa. Et la conséquence est importante en termes de preuves, parce que le demandeur, lorsque l'expert comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens, le demandeur ne peut pas se contenter, pour établir la responsabilité de l'expert comptable, d'établir qu'il y a eu des irrégularités comptables ou que des détournements n'ont pas été découverts. Il lui faut démontrer que l'expert comptable a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission. L'obligation de résultat, et on verra des exemples de fautes. L'obligation de résultat, elle est plus marginale et elle s'applique lorsque la mission confiée à l'expert comptable est dénuée de tout aléa. L'exemple le plus caractéristique, c'est l'obligation de déposer les déclarations fiscales dans le délai requis. Là, le seul fait que la déclaration fiscale n'ait pas été déposée ou qu'elle ait été déposée en retard engage la responsabilité de l'expert comptable. Sauf si l'expert comptable peut montrer que c'est le client qui ne lui a pas fourni les documents nécessaires au dépôt de la déclaration fiscale, et on reviendra sur ce point lorsqu'on étudiera le devoir de coopération du client, qui est la contrepartie du devoir de conseil à la charge de l'expert comptable. Alors, on distingue habituellement la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle, elle est engagée lorsque c'est le client qui recherche la responsabilité de l'expert comptable. Mais d'autres personnes que le client peuvent engager la responsabilité de l'expert comptable. Votre responsabilité peut être engagée par un tiers, par une personne autre que votre client.
parce que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, tout manquement contractuel constitue également une faute délictuelle à l'égard des tiers au contrat. L'exemple le plus courant, c'est la banque qui a accordé un prêt au vu d'une attestation ou au vu de comptes établis par l'expert comptable. Ça peut être aussi le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire qui agit dans l'intérêt des créanciers qui sont tiers à la relation contractuelle qui unit le client à son expert comptable. Et la différence sur laquelle on reviendra, c'est que la différence entre la responsabilité délictuelle et contractuelle, c'est que dans les rapports avec les tiers, l'expert comptable ne peut pas invoquer de clauses limitatives de responsabilité et ne peut pas non plus invoquer des clauses de réduction de la durée de la prescription ou des clauses de forclusion sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. La prescription est un problème qui se pose et qui se pose au juge. Le principe est simple, la prescription, elle est de 5 ans. Les difficultés commencent avec le point de départ de la prescription, parce que le Code civil nous dit que le point de départ, il se situe au jour où le titulaire du droit, c'est-à-dire le demandeur, le client, a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage. Et la question s'était posée notamment en matière de redressement fiscal, parce qu'il y avait des jurisprudences divergentes des cours d'appel. Certaines cours d'appel estimaient que le point de départ de la prescription, il se situait au moment où le client avait reçu le redressement, la notification de redressement fiscal, alors que d'autres cours d'appel estimaient que le point de départ devait être situé au jour de l'issue de la procédure fiscale ayant suivi la notification du redressement fiscal. Et la Cour de cassation a statué sur cette question par un arrêt récent du 29 juin 2022 en disant que la prescription, elle courait à compter de la date de l'arrêt de la Cour administrative d'appel qui avait statué sur le recours du contribuable, parce que c'est à cette date que le sinistre a été réalisé et que le client a eu connaissance du dommage qui constitue le fondement de son action en responsabilité. On verra ultérieurement, lorsque nous aborderons les moyens de remédier, enfin de prévenir ou de limiter les risques judiciaires, on verra que la durée de la prescription peut être réduite dans la lettre de mission. On en arrive maintenant au devoir de conseil avec cette question: ai-je manqué à mon devoir de conseil lorsque le client n'a pas respecté ses obligations auprès de l'administration fiscale? Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas parce que, au-delà des limites strictes de la mission, l'expert comptable est tenu à un devoir de conseil, qui excède d'ailleurs bien souvent la mission elle-même. Ce devoir de conseil, il revêt plusieurs aspects. C'est premièrement un devoir d'information sur les obligations qui pèsent sur votre client. Vous devez l'informer de toutes les obligations qui pèsent sur lui et de toutes les incidences et conséquences, notamment fiscales, des opérations qu'il projette. Il y a quelques exemples en jurisprudence récente. L'expert comptable a été considéré comme fautif s'il n'a pas rappelé à son client la nécessité d'établir les déclarations fiscales dans les délais prescrits. Et en matière de rédaction d'actes, il est tenu d'informer les parties sur les effets, les incidences de l'opération projetée et doit leur remettre des projections fiscales afférentes aux différents montages envisageables, afin que les parties puissent s'engager en connaissance de cause. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qui figure sur la diapositive du 2 décembre 2021. Donc ça, c'est le premier aspect du devoir de conseil, obligation d'information sur la réglementation, sur les obligations qui pèsent sur le client. Il y a aussi une obligation d'informer votre client sur les avantages fiscaux ou les exonérations fiscales dont il peut bénéficier. Il a ainsi été jugé le 9 juin 2022 par la Cour d'appel de Versailles que commettait une faute l'expert comptable qui n'avait pas informé son client d'une exonération de TVA applicable à certaines prestations. Ou la Cour d'appel de Nîmes, 7 novembre 2019, commet une faute l'expert comptable qui n'informe pas son client des conditions d'application d'un abattement sur la plus-value de cession de part sociale d'une pharmacie. Troisième
troisième composante du devoir de conseil, elle figure sur la partie gauche de la diapositive, c'est le devoir de mise en garde lorsque vous constatez, à l'occasion de l'accomplissement de votre mission, des irrégularités et des anomalies. Vous devez prévenir votre client, alerter votre client sur les conséquences possibles de ces anomalies et irrégularités. Et j'attire votre attention sur un point qui a été jugé d'ailleurs par la Cour d'appel de Grenoble, qui a jugé qu'était fautif l'expert comptable, qui n'avait pas alerté son client sur les risques liés à la TVA collectée mais non reversée qui figurait au bilan. Et j'attire votre attention sur ce point parce que plusieurs fois, les experts comptables que je rencontre m'ont dit qu'ils estimaient avoir fait leur devoir en enregistrant dans les comptes la TVA collectée et non reversée. Parce qu'effectivement, d'un point de vue comptable, ils avaient fait ce qu'il fallait. Ils estimaient, et on peut penser que c'est à juste titre, que le client était nécessairement informé parce que l'écriture figurait au bilan. Et pour autant, certaines cours d'appel ont jugé que ça n'était pas suffisant et que l'expert comptable devait aller au-delà en alertant son client sur l'existence d'une partie de TVA non reversée et sur les risques auxquels il s'exposait. Et on en arrive d'ailleurs naturellement à la preuve du devoir de conseil, parce qu'une chose est de remplir son devoir de conseil, une autre chose est de montrer qu'on l'a rempli. Et parce que autant il appartient au demandeur, à l'instance, votre client, dans l'hypothèse que nous retenons, de prouver que le devoir de conseil entrait dans le champ de la mission qui vous a été confiée, autant une fois cette preuve apportée, il vous appartient, vous, de montrer que vous avez rempli votre devoir de conseil. Et la meilleure preuve, ça reste l'écrit, ça a été jugé par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 janvier 2020, dans une affaire dans laquelle l'expert comptable disait avoir conseillé verbalement à son client de faire une réclamation auprès de l'administration fiscale pour réclamer un remboursement, un excédent d'impôt. Et la Cour de cassation a confirmé la condamnation au motif, je cite, que c'est sans encourir le grief du moyen que la Cour d'appel, qui a constaté que, notamment en l'absence de confirmation écrite, le cabinet ne rapportait pas la preuve de son affirmation, a estimé que celle-ci ne pouvait être retenue. Autrement dit, en l'absence de confirmation écrite, de preuve écrite que l'expert comptable avait rempli son devoir de conseil, eh bien sa responsabilité devait être retenue. C'est comme s'il n'avait rien fait, en d'autres termes. Et à l'inverse, il a été jugé dans un arrêt, par exemple, de la Cour d'appel de Nîmes du 9 janvier 2020, qui avait rempli son devoir de conseil, l'expert comptable qui avait adressé à son client une note qui récapitulait les principales irrégularités relevées, qui seront d'ailleurs ultérieurement constatées par l'administration fiscale. Donc le meilleur moyen, c'est d'adresser une note, un courriel et au pire, un courrier recommandé à son client pour se réserver la preuve du devoir de conseil. Cette preuve peut également résulter de vos dossiers de travail. Et encore une fois, on revient à l'importance de la documentation. Par exemple, y compris des notes de réunion. Par contre, les attestations de vos salariés, elles seront jugées comme dénuées de toute force probante devant un tribunal, sauf si elles sont corroborées par d'autres éléments écrits. Donc, si j'avais une chose à souligner, c'est l'importance de la documentation de manière générale, mais plus particulièrement en ce qui concerne le devoir de conseil qui fonde la majorité des décisions de condamnation des experts comptables. Alors, une fois rappelé ces quelques mots concernant la preuve du devoir de conseil, on en arrive maintenant au devoir de coopération du client, parce que c'est un moyen de défense intéressant. Dans tous les cas de figure, dans certains cas de figure, l'expert comptable peut alléguer en défense que s'il n'a pas rempli son devoir de conseil, c'est parce qu'il n'a pas disposé des éléments qui lui étaient nécessaires parce que son client a tardé à le faire. Il a ainsi été jugé dans une affaire par la Cour d'appel de Grenoble le 10 février 2022 que n'était pas responsable l'expert comptable qui n'a pas été informé par son client de l'existence d'un bail et des loyers correspondants et qui a donc placé l'expert comptable dans l'impossibilité d'inclure les loyers dans les déclarations de résultats. Et de la même manière, n'est pas non plus fautif l'expert comptable
qui a été chargé d'établir les déclarations fiscales personnelles, mais à qui son client n'a pas informé de l'existence de revenus générés par des biens immobiliers mis en location. Mais en ce qui concerne, par exemple, et c'est dans ce cas-là que se pose le plus souvent le devoir de coopération du client, en ce qui concerne l'établissement des déclarations fiscales, il ne vous suffit pas, pour vous exonérer de toute responsabilité, d'attendre que votre client vous transmette les éléments pour invoquer ensuite devant le tribunal qui sera saisi de votre dossier que vous n'avez pas eu les éléments. La jurisprudence considère de manière constante que vous devez, au préalable, s'il vous manque des éléments, avertir, relancer votre client par des mises en garde formelles et surtout le prévenir que faute par lui de vous transmettre les éléments en temps utile, vous serez dans l'impossibilité d'accomplir normalement votre travail et que cela l'exposera à des conséquences préjudiciables. Donc, de la même manière, il faut à nouveau documenter, même si dans la plupart des cas, et les experts comptables pour qui je travaille me disent « mais il le savait, il savait bien, je lui avais dit que j'avais besoin de ces éléments et il savait bien que faute de me les transmettre, il s'exposait à un redressement fiscal. » Peu importe, au moment du procès, personne ne saura plus rien. Il vous sera reproché de ne pas avoir averti votre client. Donc, le devoir de coopération du client, un moyen de défense, oui, mais il faut le préparer et le documenter. Bon, les autres manquements, on revient sur l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 juin 2022. Il y a également aussi un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a condamné l'expert comptable dans une affaire de détournement. Et je dirais qu'il y a autant de manquements possibles que d'obligations, puisque toute obligation inexécutée est susceptible d'engager la responsabilité de l'expert comptable. Et la mention des détournements me fournit une transition toute trouvée pour embrayer sur le terrain pénal et laisser la parole à mon confrère Bernard Sanso. Merci. Parler de responsabilité pénale en quelques minutes relève de la gageure, mais je crois qu'il faut préciser 2 ou 3 choses avant d'aborder les secteurs dans lesquels la responsabilité pénale de l'expert comptable est engagée au regard des cas de jurisprudence. Première constatation, quels sont les éléments constitutifs d'une infraction? Il faut d'abord ce qu'on appelle l'élément légal, c'est-à-dire qu'il faut une loi ou un règlement lorsqu'il s'agit de contravention qui prévoit l'infraction. Alors cela n'est pas sans difficulté. Par exemple, lorsque vous portez des coups à autrui, suivant le taux d'incapacité temporaire de travail, vous pouvez commettre soit un délit, soit une contravention, et c'est d'importance parce que la responsabilité pénale et la sanction pénale sont différentes. Il y a un deuxième élément qui est l'élément matériel. Et là aussi, vous me direz, ça coule de source. Il faut bien commettre un acte pour pouvoir être sanctionné. Oui, mais quel acte? Par exemple, un mensonge n'est pas forcément constitutif de l'élément matériel de l'escroquerie. Il faut que ce mensonge soit corroboré par d'autres comportements qui révèlent finalement un ensemble caractéristique de manœuvres frauduleuses. Enfin, dernier élément, et celui-là pose des difficultés, qui est d'avoir la conscience de commettre l'infraction. Alors vous me direz, c'est très vaste et c'est une affaire d'appréciation personnelle. Certes, mais lorsque vous êtes expert comptable, vous avez une présomption de connaissance de la loi et vous êtes un professionnel et l'expression de la jurisprudence est l'expert comptable, l'avocat, enfin tout professionnel ne pouvait pas ne pas savoir. Donc cet élément intentionnel est généralement caractérisé s'agissant d'un expert comptable en sa qualité de professionnel. Deuxième chose qui mérite une petite attention, c'est le caractère de la complicité. Alors la complicité est une infraction autonome, mais qui n'existe que s'il y a une infraction principale qui est commise. On ne peut pas être complice par essence.
On est complice de quelqu'un qui commet une escroquerie, on est complice de quelqu'un qui commet des banqueroutes. Bref, il faut qu'il y ait une infraction originelle. Deuxièmement, il faut que vous commettiez un acte positif. L'abstention n'est pas considérée comme un acte positif, encore que si cela s'accompagne d'autres manœuvres, vous êtes dans le cas ou qualifié comme ayant commis un acte positif. Enfin, il faut que cette manœuvre soit antérieure ou concomitante à l'infraction. Si c'est postérieur, nous ne sommes pas dans la complicité, on est éventuellement dans le recel, encore que la preuve de cette concomitance ou de cette antériorité peut se déduire d'actes postérieurs. C'est-à-dire que si le juge trouve un élément qui montre que vous avez voulu commettre l'infraction avant l'infraction principale, eh bien, vous êtes retenu dans le lien de la prévention. Alors, autre particularité, c'est que la complicité, même si elle est accessoire, elle est punie de la même peine que l'auteur principal. Vous avez à l'écran deux jurisprudences sur la complicité. L'une, c'est d'être complice d'abus de biens sociaux lorsque vous passez des écritures que vous savez régulières ou lorsque vous manipulez la comptabilité pour la rendre apparemment régulière. Et le deuxième cas, ce sont des déclarations fiscales inexactes pour créer un semblant de vraisemblance, et cela vous rend complice du délit de banqueroute. Alors maintenant, les cas qui se posent en jurisprudence. L'usage abusif du droit de rétention peut-il constituer un abus de confiance? Alors, oui, et il y a deux textes qui se contredisent, c'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas payé de votre prestation, vous pouvez retenir le fruit de votre travail. Et un autre texte, l'abus de confiance, c'est de ne pas restituer à l'issue de sa mission les éléments qu'on vous a communiqués. Donc, grosso modo, et c'est un peu du bon sens, lorsque votre travail est personnel, vous pouvez garder et retenir les documents. Lorsque votre travail n'est pas personnel, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des documents remis par le client, vous devez systématiquement les restituer. Et il y a la zone grise qui est les documents de travail confiés par le client, mais sur lesquels vous travaillez. Et là, la prudence, et j'insiste là-dessus, même s'il n'y a pas de jurisprudence, on règle ça plutôt au niveau disciplinaire, lorsqu'il y a une nature mixte, c'est-à-dire des documents sur lesquels vous apportez votre travail, eh bien la prudence vous incite à les restituer, et si vous ne les restituez pas, vous saisissez, vous informez l'ordre de cette non-restitution, c'est-à-dire de cette rétention, et vous demandez une conciliation pour un peu vous prémunir de toute difficulté. Le deuxième cas qui intervient, c'est l'histoire des fausses factures. Alors, pourquoi se pose le problème? La Cour de cassation explique que la facture est soumise à débat contradictoire et que le fait de faire état d'une facture inexacte n'est pas forcément un faux. S'agissant maintenant de la jurisprudence, elle est extrêmement claire, et je vais me permettre de vous citer un arrêt de 2003 qui a fixé le droit en l'état. Le bilan et le compte de résultat, documents obligatoires établis par l'expert comptable, ont par eux-mêmes un caractère probatoire, indépendamment du contrôle exercé postérieurement par le commissaire aux comptes. Donc, il faut en déduire que lorsque les comptes sont inexacts, lorsque la facture est inexacte, eh bien, elle est fausse et l'infraction est constituée. Alors, vous avez toute une série de faux. Il s'agit du compte courant qu'on fait apparaître créditeur alors qu'il est débiteur, des créances clients gonflées, des commissions inscrites mais incertaines,
un résultat bénéficiaire alors que c'est en perte, et puis surtout les situations comptables complaisantes pour obtenir un crédit auprès d'organismes financiers. Vous me direz, vous en doutiez, mais je constate que devant les tribunaux, eh bien, ces cas existent encore, même s'ils apparaissent un peu inappropriés. Troisième secteur dans lequel la jurisprudence intervient, c'est le secret professionnel. Alors, le secret professionnel est absolu, même lorsqu'il est partagé par le même professionnel, c'est entre experts comptables. Alors, quelles sont les situations dans lesquelles le secret peut être levé? Évidemment, les poursuites disciplinaires, la défense de soi, même devant le juge pénal. Et la question se pose lorsque on demande à l'expert comptable de livrer une explication concernant une documentation ou des relations avec les clients. Alors, pour faire simple, et c'est assez compliqué, il y a 3 cas qu'il faut distinguer. Le premier, c'est lorsqu'on vous demande d'intervenir devant un juge d'instruction, un tribunal ou la police. Là, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas livrer les informations couvertes par le secret professionnel. Vous devez vous contenter d'expliquer le phénomène dans sa généralité, c'est-à-dire le phénomène comptable qui s'applique à la question qu'on vous pose. La deuxième chose qui pose difficulté, c'est lorsqu'on a une réquisition pour vous demander des documents comptables. Alors, théoriquement, le Code de procédure pénale vous dit que vous devez les communiquer, sauf motif légitime. Le Conseil national dit que, eh bien, le secret étant absolu, vous ne pouvez pas les communiquer. Et le garde des Sceaux, lorsqu'on lui pose la question au Parlement, répond que non, vous devez les communiquer. Donc, il y a un flou sur ce point. Troisième situation, c'est lorsqu'il y a une perquisition chez un de vos clients et qu'on veut appréhender des documents couverts par le secret professionnel. Voilà, la Cour de cassation, je vous fais grâce de l'attendu, explique que vous devez remettre les documents, même couverts par le secret professionnel, et l'arrêt de principe est un arrêt où un expert comptable qui avait vu sa comptabilité saisie chez un client avait demandé restitution de cette comptabilité. La Cour de cassation a refusé en expliquant, les motifs que je tais, que l'expert comptable ne pouvait pas s'opposer à la saisie de ces documents comptables. Quatrième et dernier point qui est un moyen de défense des illégaux devant les tribunaux, qui est la complicité d'exercice illégal. L'externalisation de la comptabilité de votre cabinet auprès d'un expert comptable ne pose aucune difficulté. Faire la comptabilité des clients par ses salariés ne pose aucune difficulté. Le problème, c'est lorsque vous devez externaliser cette comptabilité, c'est généralement la tenue de comptabilité auprès d'un tiers. Alors, effectivement, le tiers n'étant pas expert comptable, eh bien, l'ordonnance de 45 prévoit que vous ne pouvez pas le faire. Alors, il y a actuellement tout un débat sur ce point. Toujours est-il que lorsque un tiers travaille pour vous, fait des travaux comptables pour vous, il y a une exigence absolue qui est d'exercer une réelle supervision sur ces travaux. Et lorsque, et j'insiste sur ce point, un individu explique à un juge ou un policier qu'il travaille pour un expert comptable qui supervise sa comptabilité, ce que vous devez comprendre, ce n'est pas le travail de l'illégal qu'on va examiner, que la police va examiner, que le tribunal va examiner, mais la supervision que vous avez effectuée de ce travail. Donc, le plus simple, et pour éviter toute difficulté, c'est de ne pas sous-traiter à des tiers, mais de sous-traiter à des confrères qui, souvent, lorsqu'ils sont jeunes, notamment en début de carrière, sont bien contents
d'avoir des tâches peut-être un peu subalternes, mais néanmoins rémunératrices. Nous sommes sur peut-être... Merci Bernard. Donc maintenant, nous allons traiter la responsabilité disciplinaire. Donc, il faut bien avoir en tête que la responsabilité disciplinaire, elle est vraiment différente de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile, puisque du coup, c'est la chambre régionale de discipline qui peut être saisie. Donc, c'est une juridiction qui est indépendante de l'ordre, et j'insiste là-dessus parce qu'effectivement, ce n'est pas le conseil régional, c'est vraiment une juridiction indépendante. Elle peut être saisie par toute personne ayant un intérêt à agir, donc ça peut être l'un de vos clients, ça peut être le conseil régional, le commissaire du gouvernement, le conseil national, enfin, ça peut être toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt à agir contre un intéressé, donc un expert comptable. Aujourd'hui, la chambre de discipline est composée d'un président magistrat de l'ordre judiciaire et de 2 assesseurs. Il faut savoir que depuis la loi du 14 février 2022, il y a eu la création d'une 2e section. Donc, il y a le décret d'application qui est en cours, mais il y aura 2 sections avec du coup un magistrat chargé des poursuites, un magistrat président de la chambre et un magistrat suppléant avec toujours les 2 assesseurs par section. Enfin, bien entendu, la chambre de discipline, elle est vraiment compétente pour tous les manquements déontologiques qui seraient relevés à l'encontre d'un expert comptable. Pardon. Oui, les sanctions disciplinaires peuvent aller de la réprimande jusqu'à la radiation, donc en passant par la suspension. Donc la suspension, elle peut être prononcée avec ou sans sursis. Donc, bien entendu, lorsqu'il n'y a pas de sursis, ça veut dire que l'expert comptable ne peut plus exercer au sein de son cabinet. Donc, dans ce cas-là, c'est une administration provisoire qui est mise en place ou s'il y a un expert comptable qui est habilité à pouvoir exercer au sein du cabinet, dans ce cas-là, c'est lui qui peut être désigné pour succéder en fait à l'expert comptable qui est suspendu. Et il y a également des sanctions pécuniaires qui peuvent être prononcées depuis le renforcement du dispositif LAB. La procédure, elle débute donc, l'a dit Kelly, par une plainte. La plainte, elle est déposée donc, dans le secrétariat de la chambre de discipline. Il y a un rapporteur qui est nommé. Bon, le rapporteur, c'est un confrère, c'est un élu donc, du conseil régional de l'ordre. Il va recevoir les parties, réaliser donc un rapport, lequel rapport sera transmis à la chambre et également au commissaire du gouvernement, donc, qui est un représentant de la DGFiP de Paris pour ce qui nous concerne. Le commissaire de gouvernement fait un rôle, alors vous n'allez pas en vouloir, maître, mais un petit peu de procureur. Donc c'est lui qui va proposer les sanctions à la Chambre. Lors de la séance, le magistrat rappelle les griefs contre la personne. La personne va expliquer ce qu'il en est. Le commissaire de gouvernement va proposer les sanctions. Le confrère va s'exprimer en dernier et la Chambre se réunira pour prononcer une sanction. Dans un nombre de cas quand même relativement significatif, il n'y a pas de sanction. Il y a ce ne sont pas des relax, mais il y a absence de sanctions. Et puis la plupart des sanctions qui sont données sont souvent des sanctions pas très importantes, sont des réprimandes ou des blancs avec inscription au dossier. Alors, comment on fait pour donner des sanctions? C'est en fin de compte une appréciation qui est fonction de l'expérience que l'on a. La réprimande, dire que c'est une faute qui est commise soit par une personne, mais pas excessivement importante, qui n'a pas porté réellement de préjudice à quelqu'un, mais c'est un non-respect d'une mesure d'ontologie qu'on estime être importante. Par exemple, une personne qui a eu un contrôle qualité, qui n'a pas fait de formation, les collaborateurs n'avaient pas de formation, s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'aide de mission, il y a eu un deuxième contrôle qualité, de la même manière, il n'y avait toujours pas d'aide de mission, il y a eu un article 31, donc c'est un contrôle qui n'est pas confraternel, on va vérifier si en fin de compte il y a bien de l'aide de mission, il n'y en a pas, la personne va être traduite en chambre de discipline, enfin une plainte va être déposée, et là, on va prononcer une sanction
bien souvent, les confrères se réveillent, régularisent, et quand ils arrivent devant la chambre de discipline, ils ont quasiment tout réalisé, donc tout régularisé. Alors la sanction qui pourrait être relativement importante, hein, donc un blâme peut se traduire en réprimande. Donc en fait, c'est une discussion qu'il y a avec les 3 personnes qui composent la chambre, qui se traduisent donc par réprimande ou, dans certains cas, des suspensions. Je crois qu'il y a des exemples qui sont donnés après, si tu peux passer. Oui, Oui, ah, c'est là, d'accord. Alors, en cas de réprimande, oui, c'était, je disais, c'était une personne qui avait donc eu un contrôle qualité, hein, c'est ce que je racontais, qui n'avait pas établi de lettre de mission. Suspension pour une durée de 3 ans. Là, c'était un expert comptable qui s'était abstenu de prévenir l'ordre qu'il n'avait plus les mêmes bureaux. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que l'ordre va contacter l'expert comptable à l'endroit où il pense qu'il exerce. Donc, si l'expert comptable a déménagé, qui n'a pas prévenu l'ordre, on ne sait pas où le prévenir. On le prévient et on le convoque et il ne vient pas. Donc, quand on le convoque et qu'il ne vient pas, généralement, ça se traduit par donc une demande de prévention dans la chambre de discipline. Donc, il avait déménagé sans prévenir l'ordre. Donc, bien évidemment, il ne répondait pas au courrier parce qu'il ne les recevait pas. Il n'avait pas justifié sa nouvelle installation, sûr parce qu'on n'était pas au courant. Et en plus de tout ça, il avait été négligent dans l'organisation de l'archivage de ses clients, et ce qui avait porté, a priori, un préjudice à ses clients. Lui, c'est une suspension pour une durée de 3 ans. Il faut noter qu'en fait, je crois que c'est là que le conseil régional avait été plus dur, mais en fin de compte, le conseil national, parce que évidemment, quand il y a une décision en champ de discipline, le confrère peut très bien faire appel devant le conseil national. Le conseil national peut prononcer des sanctions qui sont plus fortes ou plus légères. La radiation, alors la radiation, on la prononce assez peu souvent en fait, hein, heureusement. Pour vous donner une idée, il y a environ 25 cas qui passent en chambre de discipline chaque année au Conseil régional de Paris-Île-de-France sur un nombre total de 6 000 experts comptables, c'est quand même pas très, très important. Et il y a peut-être une décision de radiation ou 2 décisions de radiation par an. Donc là, c'est le cas d'un expert comptable qui a été condamné pour fraude pénale. Il faut savoir que fraude pénale, généralement, ça se traduit par une faute suffisamment importante pour qu'on radie la personne. Il n'y a pas que ça. Il y a eu, j'ai en tête un exemple, c'était une situation qui avait été assez rocambolesque ici, c'était dans cette salle où la police était intervenue parce qu'en fait, il y avait eu pratiquement un expert comptable qui voulait en venir aux mains avec la personne qui avait déposé la plainte. Et on s'était rendu compte que, en fait, le plaignant était une personne qui avait racheté un tout petit restaurant à un cédant, et il avait fait rédiger les actes de cession par une personne qui se disait être docteur en droit de l'université de la Sorbonne. Ce qui nous avait étonné parce qu'on ne savait pas qu'on précisait tout où on avait passé le doctorat. Et en fait, cet expert comptable, là, il était à la fois expert comptable du cédant et il avait été expert comptable du cessionnaire. Et il avait proposé au cessionnaire de faire un bilan prévisionnel pour que celui-ci puisse acquérir et obtenir un prêt. Et dans le bilan prévisionnel qu'il avait fait, il avait augmenté significativement le montant du chiffre d'affaires pour que cette personne puisse tirer un revenu que le cédant n'était pas capable de tirer. Et bien évidemment, le pauvre bourg, quand il est rentré dans les locaux, il s'est aperçu qu'il ne faisait absolument pas le chiffre d'affaires qui était prévu. Il n'arrivait même pas à faire le chiffre d'affaires qui était celui qui était porté sur les déclarations de revenus du cédant. Donc là, on a estimé qu'en fin de compte, l'expert comptable avait maquillé les comptes pour permettre au cédant de réaliser la cession. Donc, on avait prononcé une radiation. Un autre cas de radiation, c'était un confrère qui, malheureusement, avait fait de mauvaises affaires immobilières et il avait acheté donc un bien immobilier, il avait repris l'acte d'acquisition, il avait modifié l'acte d'acquisition pour porter dessus, sur l'acte notarié, de la TVA déductible. Il avait déduit la TVA qui n'existait pas. Voilà. Donc là, le président nous avait dit, si on ne radie pas celui-ci, je ne sais pas qui en radie. Merci Vital.
Et pour compléter, il faut aussi savoir que la responsabilité disciplinaire, elle peut être engagée. Enfin, il n'y a pas de prescription en fait en matière disciplinaire, à l'inverse de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile. Donc, même un expert comptable à la retraite, malheureusement, s'il y a une plainte qui est déposée à son encontre et qui est recevable, peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire devant la Chambre régionale de discipline. Également, le principe « le criminel tient le civil en état » n'est pas applicable en matière disciplinaire. C'est-à-dire que le juge disciplinaire n'est tenu ni par les qualifications qui sont retenues, ni par les sanctions qui sont prononcées, par exemple, au pénal. En revanche, il reste tenu par les constatations de faits qui sont faites dans le cadre de cette procédure. Pour terminer là-dessus, si je mets de côté le confrère qui fraude, celui qui fait de la couverture de l'exercice illégal, celui qui ne respecte pas les règles de l'ordre en ne venant pas aux convocations, qu'est-ce qui reste comme cas de personnes qui passent en chambre de discipline? Et bien souvent, ce sont des problèmes qui ont trait au secret professionnel. Violation du secret professionnel. Tout au moins, un client estime qu'en fin de compte, l'expert comptable a communiqué les informations qui étaient couvertes par le secret professionnel. Des plaintes sont réalisées. Là, on est confronté à ces cas-là en chambre de discipline. Et puis, il y a un autre point sur lequel je souhaite que vous fassiez vraiment attention, ce sont toutes les missions d'attestation. La mission d'attestation, c'est rendre service à quelqu'un et je crois potentiellement desservir l'autre personne. Dans une attestation, il y a souvent deux personnes. Celui à qui on remet l'attestation, c'est peut-être un avantage pour lui. Et puis, il y a l'autre personne qui va peut-être en tirer non pas un désavantage, mais tout au moins pas un avantage. Et cette personne-là peut ne pas être contente. Et bien souvent, ce qui apparaît lorsque les confrères viennent pour des questions d'attestation, c'est qu'ils n'ont pas respecté la procédure de l'attestation. Et ce que l'on voit en champ de discipline, c'est que ce qui reste, c'est ce que disait Maître Augustin Robert au départ quand dans les cas de responsabilité civile devant les tribunaux, il reste que ce que l'on voit. Et bien souvent, quand on n'a pas respecté la procédure, il n'y a plus rien. Et quand il n'y a plus rien, qu'est-ce que l'on regarde? On regarde l'apparence d'indépendance et on se demande si, lorsque le confrère a rendu cette attestation, il était réellement dans une situation d'indépendance vis-à-vis de la personne envers laquelle il la rendait. Donc faites bien attention quand vous faites des attestations, respectez scrupuleusement les normes d'attestation. Merci. Alors maintenant, comment anticiper les risques et y faire face? Que pourrez-vous faire en cas de mise en cause de votre responsabilité? Je pense qu'on peut faire une lettre de mission. Voilà, tout à fait. Donc je laisse la parole à Vital Saint-Marc et à Augustin Robert sur la partie lettre de mission et acceptation de mission. Merci Kelly. Bon voilà, la première des choses pour pouvoir donc limiter la responsabilité, c'est respecter les dispositions qui sont prévues, qui sont systèmes qui sont prévus dans le code de déontologie, accepter la mission et faire une lettre de mission. Alors, accepter la mission, c'est d'abord s'assurer qu'on a la possibilité de la faire. En fait, c'est garder à l'esprit au moins deux éléments de la maxime de notre ordre, science et conscience. Donc, je vais faire la mission si j'ai la possibilité de la faire. Autrement dit, si la loi, les règlements me permettent de faire cette mission. Je vais la faire, bien évidemment, si j'estime avoir suffisamment de compétences pour la faire, si j'ai les ressources qui me permettront de faire cette mission et si, bien évidemment, les ressources sont disponibles pour réaliser la mission. Voilà. Et puis, bien évidemment, je fais attention au contexte de la mission pour savoir si j'ai bien donc englober dans ma réflexion toutes les particularités qui me permettront de faire la mission dans les meilleures conditions. Structure d'exercice pour être sûr de pouvoir maintenir la mission. Pour s'assurer que la mission peut être poursuivie, d'abord on va se demander si en fait il y a des modifications à venir dans la mission. Ensuite, ou peut-être même au préalable, on devrait se poser la question de savoir si le client respecte bien toujours ses obligations. Moi, je commencerai par là. Est-ce que le client respecte bien toujours à mon égard les obligations? Oui. Est-ce qu'en fin de compte, si j'ai répondu oui, on a toujours la capacité à faire la mission et est-ce que je suis toujours
moi ou mes collaborateurs, toujours dans une situation d'indépendance vis-à-vis du client. À ce titre, je vous engage à vous assurer chaque année auprès de vos collaborateurs que les collaborateurs affirment bien être indépendants vis-à-vis des clients pour lesquels vous leur confiez des missions. Et puis, on va s'assurer également qu'on a toujours, bien sûr, la disponibilité nécessaire pour pouvoir réaliser la mission. Donc, si ces 4 éléments-là sont vérifiés, on peut accepter la mission et je vous engage à matérialiser cette acceptation de mission. Soit dans le cadre d'une feuille dans votre dossier de travail, ça serait la dernière page du dossier de travail. Alors, je me pose la question de savoir si je continue la mission ou pas, si je peux la continuer, ou alors sur une note donc externe, mais matérialiser les éléments qui vous permettent de décider si vous continuez ou pas, si vous poursuivez ou pas la mission. Quid de l'absence de lettre de mission avec un client de longue date? Eh bien, il faut en faire signer une. Il faut en faire signer une d'abord parce que c'est obligatoire. Et si vous ne le faites pas, vous engagez potentiellement votre responsabilité disciplinaire. Alors bien sûr, je n'ai jamais vu une décision de condamnation disciplinaire pour ce seul motif. Bien souvent, l'absence de lettre de mission s'ajoute à d'autres motifs du même ordre, l'absence de suivi des formations, l'absence de documentation. Donc, il faut lui faire signer. Mais il faut lui faire signer d'abord dans votre intérêt. Au-delà de se mettre en conformité avec l'ordre, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a rappelé dans un arrêt du 6 janvier 2022, la lettre de mission, elle a pour principal avantage de circonscrire précisément l'étendue de votre mission et donc de votre responsabilité, parce que votre responsabilité ne peut pas être engagée pour l'inexécution d'une obligation qui n'entrait pas dans le champ de votre mission. Donc, il vous faut énumérer clairement ceux qui entrent et ceux qui n'entrent pas dans votre mission. Et vous le faites d'ailleurs très bien en général, notamment avec les tableaux de répartition des tâches qui figurent en annexe dans vos lettres de mission. Mais il faut faire attention, parce que c'est ensuite à l'aune de cette répartition que le juge va apprécier votre responsabilité. Et si la mission est normée, et si la mission fait partie des missions normées, il faut le dire, parce que dans ce cas-là, effectivement, le juge se référera à la norme professionnelle applicable. Donc ça, c'est le premier avantage. Et vous envoyez l'un des résultats dans la Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016, la responsabilité de l'expert comptable s'arrête au terme fixé par la lettre de mission. C'est une évidence, sous réserve de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le devoir de conseil. Le deuxième avantage de la lettre de mission, il faut passer à la diapositive suivante, c'est que ça vous permet d'inclure, alors je vais commencer par la fin, ça vous permet d'inclure une clause de forclusion, qui figure d'ailleurs, je crois, dans les modèles qui sont proposés par l'Ordre des experts comptables. Je ne vais pas m'étendre sur la différence entre forclusion et prescription. Il y a des articles très fournis là-dessus et c'est assez compliqué. Mais pratiquement, c'est un moyen de défense très intéressant pour l'expert comptable et parfois décisif. La clause proposée par l'ordre, elle dit que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans un délai de 3 mois à compter du jour où le client aura eu connaissance du sinistre. 3 mois, c'est extrêmement court. Et c'est précisément cette clause qui a été validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2016. Et depuis lors, j'ai eu l'occasion d'en tester l'efficacité dans des contentieux impliquant certains de vos confrères. Alors, la Cour de cassation a ensuite, et les juridictions des cours d'appel ont ensuite apporté certaines précisions concernant cette clause de forclusion. D'abord, dans la mesure où la clause, dont j'ai rappelé le contenu tout à l'heure, stipule un délai de forclusion et non de prescription, est inapplicable l'article 2254 du Code civil qui dit qu'on ne peut pas réduire à moins d'1 an la durée de la prescription. Cette règle ne s'applique qu'aux clauses de prescription et pas à la clause de forclusion. Deuxièmement, la clause de forclusion, elle n'est opposable au client que si celui-ci a signé les conditions générales d'intervention.
ou au moins qu'il a signé la lettre de mission dans laquelle il est dit qu'il est réputé avoir accepté les conditions générales qui sont jointes, lesquelles contiennent la dite clause de forclusion. Donc, très important de faire signer par votre client. Troisièmement, cette clause de forclusion n'est pas applicable aux consommateurs ou aux non-professionnels. C'est une exception assez marginale. Et enfin, elle n'est pas non plus opposable, et je reviens à la distinction que je faisais tout à l'heure entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, elle n'est pas opposable à un tiers qui voudrait engager votre responsabilité délictuelle parce que les termes de la lettre de mission ne lui sont pas opposables. Et de la même manière que pour la prescription, il a été jugé par la Cour de cassation que le point de départ du délai de forclusion se situait en matière fiscale au moment, à la date de l'issue de la procédure fiscale. C'est-à-dire qu'au moment où le contribuable a reçu la décision qui rejette son recours, il a 3 mois pour agir en responsabilité contre son expert comptable. Et 3 mois, c'est très court. Malheureusement, cette clause de forclusion ne figure que dans une minorité de lettres de mission. Mais il faut y penser parce que c'est un argument, c'est un moyen de défense assez simple et très efficace. Alors ensuite, on peut également ajouter une clause de limitation de responsabilité. Alors là, je le dis avec réserve parce que je n'ai pas de jurisprudence à ce sujet. D'abord, il est clair qu'on ne peut pas, par cette clause dispenser l'expert comptable d'une obligation essentielle. Ça, c'est la jurisprudence de droit commun. On ne peut pas se dispenser d'un devoir de conseil ou on ne peut pas se dispenser de l'obligation de déposer les déclarations fiscales dans les délais. Est-ce qu'on peut mettre une clause de limitation de responsabilité? Moi, lorsque j'ai à conseiller certains de vos confrères, j'en insère une et qui fixe le plafond à 2 ans d'honoraires ou à la moyenne, à 2 années d'honoraires moyens. Je n'ai pas pu encore en vérifier l'efficacité, mais je dirais qu'au pire, cette clause sera jugée non écrite et au mieux, sa validité sera reconnue par le juge qui aura apprécié votre responsabilité. Oui, attention, pas de clause prévoyant l'exonération totale de votre responsabilité. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les lettres de mission. Et si je pouvais, en ce qui concerne la responsabilité civile de l'expert comptable, résumer en 4 ou 5 points les moyens pour vous de prévenir et de maîtriser autant que possible le risque judiciaire, je dirais dans l'ordre, je viens de dire, circonscrire précisément l'étendue de votre mission. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est au regard de cette mission que va se déterminer la responsabilité. Deuxièmement, prendre la précaution d'insérer une clause de forclusion, voire une clause limitative de responsabilité. Troisièmement, faire votre travail, mais là, vous le saviez mieux que moi ce qu'il y a à faire. Quatrièmement, documenter vos diligences dans vos dossiers de travail. Comme je le dis également pour les commissaires aux comptes, et c'est a fortiori vrai pour eux, une diligence non documentée est inexistante, en tout cas pour le juge. Elle est inexistante. Et quatrièmement, se réserver une preuve écrite que vous avez rempli votre devoir de conseil, parce qu'encore une fois, je le dis, c'est le manquement au devoir de conseil qui explique la plupart des décisions de condamnation. Et là encore, le remède est simple, enfin le remède, le moyen de prévenir est simple, c'est un simple écrit. Et un écrit, ce n'est pas forcément une lettre recommandée. Un courriel tout à fait aimable et courtois au client vous permettra de démontrer que vous avez rempli votre devoir de conseil. Merci. Sur la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle, je vais donner la parole à Vincent Régnier, vice-président de l'association Infores. Bonsoir. C'est vrai que ce soir, je n'interviens pas avec la casquette habituelle que j'ai, mais j'interviens pour une association qui me tient énormément à cœur et un sujet qui me tient à cœur, aussi bien sur la partie commissariat aux comptes que la partie expertise, qui est la défense confrère. Quand j'ai préparé cette soirée, je reprenais un peu les textes qui
Régis Lord, que vous avez brillamment rappelé ce soir, et je pensais aussi à la procédure disciplinaire, et je me disais, on est encore très heureux d'être expert comptable et d'avoir quand même une certaine maîtrise dans la procédure disciplinaire, de quelque chose ça a été rappelé tout à l'heure, avec 3 magistrats, le parquet, un juge, un assesseur. On n'a pas une autorité indépendante qui régule comme la compagnie, et surtout, la plupart du temps, c'est juste un rappel, on a une procédure disciplinaire qui, dans la plupart des cas, intervient a posteriori des différents éléments. Alors qu'en matière de commissariat aux comptes, elle intervient souvent la première, et c'est un peu compliqué de se faire. J'en ai discuté il y a quelques temps avec Maître Robert, c'est un peu compliqué lorsqu'on a la haute qui a été chargée en discipline de ramer après pour la partie pénale et la partie civile. Alors, ce que je voulais vous rappeler ce soir avant de parler d'Infores, c'est essentiellement l'obligation d'assurance que nous avons. Ça, c'est les textes qui régissent. Je vais reprendre la zapette. Voilà, on a des textes qui régissent ça de manière très précise, et tout expert comptable doit être assuré. Donc, ça paraît évident. Mais ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'il y a rupture dans l'assurance, l'expert comptable est réputé démissionnaire et doit être radié d'office. Donc c'est quand même une sanction qui est très lourde. Et bien évidemment, il ne vous échappera pas que lorsqu'il y a rupture, c'est souvent pour non-paiement des cotisations d'assurance, après un rappel multiple. On va parler après de l'assurance groupe, qui est la plus répandue, mais toutes les compagnies d'assurance sont les mêmes. Lorsque quelqu'un n'a pas payé ses cotisations d'assurance, à un moment, le contrat est résilié. Et de facto, le confrère se retrouve, ou la consoeur, se retrouve dans une situation où il est radié automatiquement. Donc, c'est très, très lourd, le principe de l'assurance. Rappel sur ce slide que vous aurez bien évidemment dans la documentation que vous avez pu avoir, que le décret du 30 mars 2012 oblige les personnes morales, physiques, inscrites au tableau d'ordre à souscrire une assurance RC d'un montant minimum de 500 000 €. Alors, c'est important de le dire, puisque contrairement à ceux qui connaissent ce qui se passe à la compagnie des commissaires aux comptes, chaque consoeur, chaque confrère est libre de s'assurer où il le souhaite. Il y a une totale liberté de trouver une compagnie qui va l'assurer. Après, faut-il encore que la compagnie réponde déjà à ce minimum. Après, ce qui est quand même important de préciser, c'est que, bien évidemment, un contrat groupe qui a été négocié avec Verspiren, qui est le courtier de l'ordre, et que ce contrat est quand même très très bien monté, très avantageux, avec des professionnels de l'assurance. Alors, je n'ai pas de plus à faire pour Verspiren, mais c'est des gens qui maîtrisent totalement les risques professionnels, qui nous accompagnent depuis des années et qui, en plus, ont monté un contrat qui est souvent très avantageux pour les indépendants ou les petites structures. La sinistralité des experts comptables est très différente de la sinistralité des commissaires aux comptes. La plupart du temps, vous en avez parlé, il y a bien évidemment de temps en temps des sinistres qui peuvent être significatifs. On a certains sinistres, comme Sanson en a parlé tout à l'heure, Bernard, sur les détournements de fonds, qui aujourd'hui ont peu de fréquence, mais par contre des montants relativement élevés, et ils ont tendance à progresser. La fraude au président, enfin, toutes ces choses-là. Enfin, il peut y avoir. Alors, ça peut des fois être fait, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, par les préposés de l'expert comptable, c'est-à-dire par des collaborateurs de son cabinet. Donc, la responsabilité peut être engagée, il y a des cas, mais c'est souvent fait par le personnel comptable ou autre de la société qui va procéder à des détournements de fonds. Mais l'expert comptable n'est pas exonéré de responsabilité par rapport à ça. Parce que là encore, s'il n'y a pas de documentation, s'il y avait véritablement une absence totale de contrôle interne, chose qu'on connaît plus
lorsque l'on est commissaire aux comptes, mais néanmoins, l'expert comptable, il doit quand même vérifier à minima que l'organisation comptable est à peu près satisfaisante. Et dans le cadre des conseils qu'il doit prodiguer à son client, lui rappeler que peut-être quand une seule personne fait tout, qu'elle ne prend jamais de vacances, qu'il peut y avoir quelques risques à un moment de détournement. Là encore, ce n'est pas une obligation d'éviter toutes les fraudes qui peuvent arriver chez le client, mais c'est quand même une obligation de s'intéresser un peu à l'organisation comptable et administrative de nos clients. Donc, ce que je disais, c'était que le contrat groupe, lui, est particulièrement intéressant, était fait par Vache Pérenne, parce que déjà, pour tout le monde, c'est non pas 500 000 euros par sinistre qui est assuré, c'est 1 million d'euros. Ce n'est pas non plus, comme le contrat minimum, 500 000 euros avec un montant, un sinistre par an. Là, il n'y a pas de limitation de sinistre dans l'année. Bon, on a de notre côté, celui qui a plusieurs sinistres à plus d'1 million d'euros dans la même année, ça peut poser quand même quelques difficultés. Mais néanmoins, il faut le savoir. Et puis, il y a quelque chose qui peut intéresser aussi tous les jeunes inscrits. Je ne vais pas parler des jeunes confrères et consoeurs, c'est ceux qui viennent de s'inscrire. C'est que le contrat groupe fait qu'on a une assurance gratuite jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit l'inscription. C'est quasiment, si quelqu'un s'inscrit en début d'année, quasiment 2 ans de franchise, de cotisation, d'assurance. Ça peut être quand même intéressant. Alors, bien évidemment, on sait que les cotisations, elles reposent sur la réalité d'un chiffre d'affaires. Quand on s'installe, des fois, on n'en a pas énormément, mais on peut racheter une clientèle, par exemple, à plusieurs, et ça peut quand même être quelque chose de particulièrement intéressant. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Dernier point sur le contrat groupe Vache Pérenne, c'est qu'il est absolument à disposition de tout le monde. Vous appelez l'ordre, j'ai vu avec Kelly tout à l'heure, le contrat est à disposition. Côté compagnie, c'est un contrat qui est secret défense. On ne peut jamais avoir le contrat dans son intégralité, il est toujours gardé de manière totalement confidentielle et on vous répond sur tel ou tel point, mais le contrat normalement n'est pas divulgué. Là, le contrat groupe, il est totalement, toute personne peut le consulter. Comme tout contrat, il y a des clauses d'exclusion. Il y a des choses qui ne sont pas assurables. Bon, je ne vais pas revenir évidemment sur le pénal ou sur les choses comme ça, qui sont des évidences, mais je crois qu'il y a dans le contrat Vache Pérenne 12 clauses d'exclusion de contrat. Ce n'est pas un document qui est trop lourd à lire, qui est indigeste, c'est important de le savoir. Alors après, la mise en place, on a le contrat groupe type, puis après, il faut quand même regarder la typologie de ce que l'on peut avoir dans sa propre clientèle, et puis la nature des travaux que l'on va faire. Déjà, moi, je dis toujours, en matière d'assurance, il faut essayer toujours d'évaluer par rapport à la connaissance que l'on a de sa clientèle, quel est mon risque maximum. Je peux me louper de combien, on peut aller me chercher sur tel ou tel montant. C'est bien évidemment souvent en relation directe avec la nature et la taille des dossiers, mais ça peut être aussi par rapport à la nature de l'activité et par rapport à l'organisation du client. Donc, ne jamais minimiser, il faut mieux se faire peur de manière utile que de minimiser le risque maximum que l'on va avoir. Deuxième chose qui est importante, quel type de travaux je fais chez mon client. Bon, si c'est des missions classiques de présentation, on voit à peu près où les risques vont se limiter. Dès qu'on commence à partir sur une typologie de risque, de mission, un peu particulière, qui touche entre autres au système d'information, à la cybersécurité, tout à fait des missions que peut faire l'expert comptable, mais qui ne sont pas quand même dans le cœur de sa mission classique. Est-ce que je suis bien assuré et quels sont les risques que je peux prendre là-dessus? Si je reprends un système de facturation et qu'il y a une fraude par rapport à un système de facturation, ça peut aller très vite. La cybercriminalité, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, bien regarder la nature et puis, bien évidemment, contacter
son courtier. Si c'est le contrat groupe, c'est VH Pyrène, vous avez les coordonnées. Et bien évidemment, il y a quelques compagnies qui assurent en France là-dessus. Vous aurez de toute façon, ce ne sera pas le même courtier, mais vous aurez le même assureur la plupart du temps. À part AXA qui fait un peu de risque professionnel en matière d'expertise comptable, on retrouve dans la plupart de nos professions réglementées, que ce soit les notaires, que ce soit les avocats, que ce soit les architectes, que ce soit les experts comptables ou les commissaires aux comptes, Covéa Group, c'est-à-dire les mutuelles du Mans, qui sont en général la compagnie qui couvre le plus les risques professionnels. Mais selon le courtier, pas évidemment dans le même type de contrat. Donc, n'hésitez jamais à appeler votre assureur, VH Pyrène si c'est le contrat groupe, ou votre autre assureur pour vérifier l'étendue de vos garanties et pouvoir le regarder. Alors, une fois que on a parlé assurance, il y a une partie qui est importante, c'est la défense confrère. Moi, j'ai souvent l'habitude de présenter la défense confrère en disant que nos syndicats qui régissent nos professions, qui parfois ont des débats vifs, ça peut arriver, ont deux sujets sur lesquels ils se sont toujours très bien entendus. C'est la caisse de retraite, c'est la CAVEC, et c'est la défense confrère. Somme toute, parce qu'on est tous concernés, peut-être dans des proportions qui peuvent être différentes, mais la retraite, on espère tous la toucher un jour. Et la défense confrère, bien malin est celui qui peut dire qu'à un moment ou un autre, dans son exercice professionnel, il ne va pas être inquiété. Et là, que ce soit la CAVEC ou l'Inforest, on a une présidence tournante entre les deux syndicats professionnels. On a un partage entre administrateurs. Et alors moi, qui fais partie d'Inforest depuis très longtemps, je peux vous dire que les débats sont passionnants. Mais alors, quand il y a débat ou quand il peut y avoir des désaccords ou des différences de perception, c'est jamais un problème syndical. C'est un problème parce qu'un tel pense plus comme ça et voilà, et on tranche. On a l'avantage d'énormément discuter sur des cas concrets. Il y a un maillage territorial. Et Inforest, c'est vous dire, vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez téléphoner, vous allez avoir un correspondant tout de suite qui va vous prendre en charge selon l'endroit où vous vous situez. Alors, évidemment, votre problème, il peut être civil, avec une mise en cause. Cas le plus classique en matière d'expertise comptable. Mais comme Bernard l'a rappelé tout à l'heure, ça peut être aussi une perquisition qui est quelqu'un qui débarque chez vous avec une commission un matin et voilà, qu'est-ce que je dois donner, qu'est-ce que je ne dois pas donner, avec toutes les problématiques sur le secret professionnel. Après, Inforest ne va pas vous obliger à prendre tel ou tel avocat. Moi, je conseille toujours de prendre quand même des avocats qui connaissent un petit peu notre profession. S'ils sont spécialistes des baux agricoles ou spécialistes du droit de la famille, je ne suis pas persuadé que devant une perquisition, ce seront obligatoirement les meilleurs conseils. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Mais après, chacun est libre de sa défense. Il n'y a pas d'obligation de prendre des avocats. Après, on peut en conseiller quelques-uns. Vous en avez deux éminents qui sont présents ce soir. Voilà, on a l'habitude de travailler avec des véritables professionnels. Mais c'est important. Après, tournez-vous vers votre conseil régional, puisqu'on est à Paris, qui peut tout de suite vous guider aussi sur des professionnels. Mais il faut tout de suite se faire épaulé par un conseil. Donc, vous allez avoir un confrère qui, devant une situation donnée, va avoir quelques réflexes, parce qu'en général, comme il est correspondant Inforest, il a quelque peu de l'expérience, il va pouvoir regarder quel est votre cas, essayer de vous rassurer. Si vous ne connaissez pas d'avocat et tout, il va vous proposer un ou deux. Moi, je sais que quand on m'appelle, je ne propose jamais un nom d'avocat. Je propose plusieurs. Voilà, vous pouvez téléphoner à tel ou un tel. Et puis après, selon, disons, la nature du risque, et puis ce que je perçois de la personnalité du confrère, je vais plutôt le diriger vers tel ou un tel. Mais voilà, il faut tout de suite se faire épauler. Il faut savoir que vos frais de défense sont pris en charge
par la plupart des contrats. Le contrat groupe, bien évidemment, les prend en charge, d'où l'importance aussi, dès qu'on a le début d'un pré-litige, pas quand il y a le litige, mais quand on a le début d'un pré-litige, tout de suite de prendre une note de couverture avec son assureur, de prévenir l'assureur, voilà, on a été mis en cause, on a reçu un courrier, on est convoqué devant telle ou telle juridiction, c'est un magistrat, c'est un service de police, de gendarmerie. Voilà, donc il faut quand même prévenir tout de suite l'assurance. Et puis là, les choses vont très très vite s'enclencher. Donc Verspiren, c'est quelque chose qui marche bien, des fois qui n'est pas assez connu, mais il faut le savoir. Donc vous avez rappelé dans la documentation qui vous sera donnée tout ce qui reste, ce qui permet de faire aussi de la prévention, parce qu'on essaye aussi, et tout à l'heure ça a été fort bien rappelé, entre autres à travers l'acceptation de la mission, la lettre de mission, le maintien de la mission, qui restent des choses qui sont très importantes. Très important aussi de regarder les problèmes de sous-traitance. Bernard l'a évoqué tout à l'heure, et on a des décisions récentes qui montrent que on peut tout à fait on peut pas sous-traiter à des non-experts comptables. Ça pose des vrais problèmes. Ça pose des vrais problèmes pour aujourd'hui, à la veille, je dirais, de la facture électronique, des confrères qui vont traiter à l'étranger pour pouvoir avoir des effets d'échelle, avoir donc des coûts beaucoup moins élevés, à des officines qui sont voilà, dans d'autres pays. Je ne vais pas donner la nationalité des pays, mais aujourd'hui, la couverture, elle est quand même compliquée. La mise en cause peut être compliquée. C'est important d'en parler aussi avec son assureur. Parce que à partir de quand une sous-traitance peut être assurée? Qu'est-ce que couvre l'assurance? Donc, je crois que c'est important de traiter tous ces points-là. Inforest peut vous aider par rapport à ça. Je ne souhaite pas que vous appeliez. Ça voudrait dire qu'il y a une recrudescence des sinistres. Mais néanmoins, quand on a une difficulté, une interrogation, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des confrères et une organisation qui a été mise en place. Voilà. Merci. Alors, on va passer aux questions. Si, peut-être qu'il y a des questions déjà dans la salle. Oui. Une question sur le secret professionnel. Là, j'ai vu qu'il y a un arrêt du 26 octobre de la Cour de cassation, chambre civile, qui clarifie les choses sur un point et qui reconnaît le droit à l'expert comptable de se défendre s'il est mis en cause, et le secret professionnel, d'après ce que j'ai compris, ne pourrait pas lui être reproché s'il utilisait des documents pour se défendre. La question que je me pose, c'est est-ce que si c'est l'expert comptable qui est demandeur, je ne sais pas, par exemple, pour un conflit d'honoraires ou autre, est-ce qu'il peut produire des mails d'un client qui lui dit que les choses se sont passées d'une certaine façon? Bon, le mail d'un client, la correspondance relève du secret professionnel. Donc, par exemple, dans un litige d'honoraires ou autre, s'il n'est pas lui-même directement mis en cause, est-ce qu'il peut produire ces documents sans condamner? Alors, je vais simplement répéter la question. Du coup, la question est de savoir s'il y a une levée du secret professionnel lorsque l'expert comptable souhaite produire des documents, alors même qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une mise en cause personnelle. Alors, Bernard, peut-être? Le principe, c'est que lorsque vous êtes mis en cause, vous pouvez vous relever vous-même du secret professionnel. Alors, je ne comprends pas bien votre question. Vous parlez de correspondance entre l'expert comptable et son client dans un problème d'honoraires. Non, pas par exemple. La règle que j'ai vue serait le secret qui pourrait être levé si l'expert comptable est mis en cause.
Et s'il est mis en cause, monsieur, c'est possible. Le principe, c'est le secret professionnel est absolu. Donc, les exceptions, il y en a, mais elles sont d'interprétation stricte. Bon. Donc, si vous êtes mis en cause et que vous avez besoin d'une information couverte par le secret professionnel pour vous défendre, vous faites état de cette information. Je précise également que dans un contexte ordinal, c'est confidentiel, ce sont des procédures confidentielles, ce ne sont pas des procédures publiques. Donc, la question appelle une réponse assez simple. Si vous êtes mis en cause, vous faites état d'informations couvertes par le secret professionnel. Monsieur, excusez-moi, mais pour se défendre, ça veut dire que vous êtes attaqué. Oui, mais il y a une autre hypothèse qui arrive parfois, c'est l'hypothèse où il y a une contestation d'honoraires, notamment parce qu'il n'y a pas eu de lettre de mission. L'expert comptable soutient qu'il a réalisé des travaux et c'est contesté par le client. Et donc l'expert comptable, je pense que c'est l'hypothèse que vous visez, non? Oui, mais ou malgré la lettre de mission, ça c'est indifférent. Voilà, n'ont pas été effectués. Et donc l'expert comptable est entre deux. Voilà, il doit justifier de ses diligences pour convaincre le juge qu'il a le droit à des honoraires, mais il ne doit pas violer le secret professionnel à cette occasion. Et donc, c'est délicat. Monsieur, je crois que c'est pour vous défendre. Ça me paraît. Si vous voulez, si vous êtes. Je peux me défendre en étant demandeur. Mais monsieur, vous êtes parti à un procès, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Vous êtes demandeur à l'action, mais vous êtes défenseur à l'argumentation de votre confrère. Ah oui, enfin, je veux dire, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu, donc je peux pas, enfin, c'est difficile de parler comme ça, mais sur le principe, si vous êtes accusé, même civilement, ben, faites état d'informations. Monsieur, si vous justifiez des honoraires par les prestations que vous avez accomplies, je crois que le juge sera très heureux d'avoir la preuve de vos prestations pour pouvoir vous donner raison, ou si vous ne rapportez pas cette preuve, vous donner tort. Pardon? Oui, monsieur, mais je ne comprends pas bien le problème. Oui, bah, si vous produisez une correspondance qui montre que vous avez effectué les diligences qui correspondent aux facturations que vous avez émises, ça me paraît logique que vous puissiez faire état de ces courriers. Monsieur, je répète que c'est pour vous défendre. Voilà. Ben, monsieur, on est toujours défendeur ou accusateur. Mais monsieur, oui, vous êtes de chaque côté de la barre. Hein, donc, quand vous accusez quelqu'un qui vous répond, et vous allez répondre à ces accusations. Donc, vous êtes à la fois demandeur et à la fois défenseur, monsieur, dans un procès. C'est le contradictoire, c'est le principe même du contradictoire. C'est que vous avancez des arguments auxquels vous devez répondre et auxquels vous allez répliquer. Oui, je dirais que la limite, moi, je le ferai, hein. Je dirais que la limite, c'est de ne pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à votre action. En l'occurrence, le recouvrement de vos honoraires. Augustin, c'est pas du droit, c'est du bon sens, ça, évidemment. Non, monsieur. Enfin, bon. Ça me paraît pas insurmontable comme problème, en tout cas. Mais peut-être avant de produire des éléments de correspondance, il est peut-être possible de produire des éléments qui viennent de nos propres systèmes. C'est-à-dire que si on a fait une émission, on a dû travailler. Si on a travaillé, on a dû saisir des temps. On peut peut-être sortir des informations relatives au temps passé par les collaborateurs sur la mission, au moins pour avancer que l'on a bien travaillé dans la mission.
Cette question a été posée à la commission d'anthologie. Donc, comme on n'est pas avocat et on prend toutes les réserves pour pas vous faire une réponse qui vous mettrait en fin de compte en difficulté, on avait dit qu'à tout le moins, on pouvait essayer de sortir des éléments qui provenaient de nos propres systèmes donc de gestion. Après, je laisse faire les avocats qui vous accompagneront dans le procès, qui vous diront si vous pouvez sortir les informations. Nous, on dit, bon, à minima, il y a quand même des informations qu'on pouvait sortir qui viennent au système de gestion. Après, si on fout de tout, on ne saura pas si c'est le bon qui, hein, mais... Monsieur, vous aviez une question également? La question est de savoir si une compagnie d'assurance peut refuser d'indemniser en cas d'absence de lettre de mission. La première chose qu'elle demande, c'est la lettre de mission. Hein. Voilà, on va en parler, c'est pas bien de ne pas avoir de lettre de mission, comme on l'a dit tout à l'heure, comme ça a été rappelé, pour ne pas indemniser, je ne vois pas comment une compagnie pourrait simplement, sur le seul critère de l'absence de lettre de mission, ne pas indemniser. Là encore, il faut faire la part entre la partie civile ou les conséquences d'une faute intentionnelle ou d'une faute pénale, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Si on reste sur du civil, si le commissaire, l'expert comptable est assuré, s'il a à peu près fait ses diligences de manière convenable, même s'il y a eu tel ou tel manquement dans l'absence de l'aide de mission, je ne vois pas pourquoi la compagnie ne l'indemniserait pas. La difficulté de l'absence de l'aide de mission, ça va être sur le montant de l'indemnisation et ça va être sur le quantum. Voilà, c'est de savoir si les honoraires étaient en rapport avec la mission qui a été réellement effectuée, parce que des fois, la limitation de l'indemnisation peut être au montant des honoraires. Mais à quoi correspondaient véritablement ces honoraires et comment vous allez pouvoir apporter la preuve que les honoraires étaient bien en adéquation avec ce qui a été fait? C'est ça la difficulté. Oui, moi je n'ai pas connu de précédent où il y aurait eu un refus de l'assureur d'indemniser, de couvrir le sinistre en raison d'une absence de l'aide de mission. C'est sûr que si vous avez des honoraires disproportionnés par rapport à une mission classique de présentation et quand vous êtes obligé de restituer le montant de ces honoraires, par exemple, sans même parler de préjudice ou de perte de chance, sans l'aide de mission, ça pourrait être compliqué. C'est pas systématique. Faire un parallèle avec les 2 minutes avec les avocats, lorsqu'il n'y a pas de convention d'honoraires, comme dit le président Régnier, on vérifie le temps passé et on trouve le taux horaire. Et il y a un taux horaire retenu par le barreau de Paris en fonction de l'ancienneté, des spécialités, etc. C'est-à-dire qu'on reconstitue la facturation pour voir si elle est cohérente au regard du travail effectué. Donc, je pense que ça se passe de la même façon pour les experts comptables. Dans la mission de présentation des comptes, l'attestation de présentation des comptes qui ferait état par une habilitation, un document entre le cabinet et son client, est-ce qu'elle est opposable, cette attestation, ou comment la rendre opposable? Alors, il y a une question sur l'attestation des comptes dans le cadre d'une mission de présentation des comptes. Savoir si elle est opposable au tiers. Oui, enfin, elle est opposable au tiers. Ah ben, elle est pas publique. Vous l'avez donnée à votre client, mais votre. Non, mais quelle est l'hypothèse que vous visez en fait? Parce que vous la donnez à votre client qui ensuite en fait l'usage qu'il veut. Il peut la donner à son banquier pour obtenir un crédit. Il peut la donner.
Mais normalement, vous avez dans les obligations, alors là, Vital, je parle aussi sous ton contrôle, mais on a une obligation de faire un compte-rendu de mission, hein, ce qu'on appelle le rapport à la fin. Le rapport, ça peut être simplement, si c'est une lettre de mission contractuellement définie, on va faire référence à la lettre de mission qui a été signée à tel moment, et en effet, à l'intérieur, il y a des spécificités. Et si c'est une mission de présentation ou une mission d'examen qui donne l'attestation, à partir de là, ça renvoie à, je dirais, un ensemble normatif, puisque ce sont des missions qui sont totalement... alors ça engage, je dirais, le client, ça engage surtout, ça engage aussi l'expert comptable qui l'a délivré. Si on délivre une attestation pour une mission de présentation, ça veut dire qu'on a coché toutes les cases, normalement, de ce qui est spécifié dans le référentiel. Mais je pense que monsieur dit comment je peux apporter la preuve que j'ai remis l'attestation au client. C'est ça en fait. Votre question, c'est est-ce que je dois envoyer des attestations recommandées à chaque fois ou avec signature électronique, ce qui est simple d'ailleurs, à chaque fois pour prouver que le client l'a reçu. Voilà, c'est ça. Moi, je serais tenté de dire, mais bon, vous allez me contredire peut-être, Maître, mais si dans tous vos rapports de bilan, vous pouvez apporter la preuve qu'il y a systématiquement une attestation qui est jointe, je ne vois pas comment le client pourrait dire que dans celui-ci, a priori, il n'y en avait pas. Mais peut-être qu'il faut se prémunir, et quand on pense que moi, avoir un client qui ne va pas forcément bien accepter l'attestation, faire en sorte qu'il y ait un moyen de preuve qu'il ait reçu. La signature électronique, c'est bien. J'ai même eu un client qui a signé de mission pour un autre, hein, comme ça. C'est le genre de truc qu'on signe. Alors maintenant, il y a également des questions qui sont en ligne. Donc, oui, il y a un certain nombre de questions, effectivement. Alors, quid de la responsabilité des cabinets qui confient des missions de production sur d'autres continents à des structures de conseil? Je pense que Bernard va prendre la parole. Ah oui, ça, alors ça fait, il y a des modes dans l'exercice illégal et il y a une mode il y a quelques années qui était l'externalisation, mais en dehors du territoire national. Alors, la jurisprudence est maintenant fixée sur la question. À partir du moment où le client est en France, où il y a un intérêt, un rattachement du client avec la France, ne serait-ce que parce que l'expert comptable est en bout de chaîne, eh bien, c'est la compétence des juridictions françaises et c'est la jurisprudence sur l'exercice illégal qui s'applique, c'est-à-dire que, voilà, il faut, quand on sous-traite, être d'une prudence extrême, surtout que je crois savoir que la Cour de cassation vient de mettre un point très clair sur cette question. Donc, le fait que ça soit à l'étranger ou en France, c'est inopérant puisqu'il y a un centre d'activité prou situé en France, ce qui regarde la jurisprudence de la Chambre criminelle, permet le rattachement de l'infraction aux juridictions françaises avec l'application du droit français. Merci Bernard. Une autre question. Y a-t-il une conséquence lorsqu'un expert comptable n'est pas disponible pour un rendez-vous de conciliation? Alors, je vais me permettre de répondre. Dans ce cas-là, déjà, il doit justifier de son impossibilité de pouvoir se rendre à la réunion de conciliation et une nouvelle date peut être fixée si le conciliateur accepte du coup le justificatif. Et bien entendu, vous devez répondre à l'ensemble des courriers de l'ordre et j'insiste dessus car c'est très important à la fois pour vous en tant que professionnel et aussi pour nous pour pouvoir traiter les dossiers. Donc je vous renvoie au service conciliation que vous pouvez contacter tous les matins. Il y a une permanence qui est disponible et vous pouvez nous appeler téléphoniquement. Deuxième question, quelles sanctions disciplinaires pour un expert comptable à la retraite? Ben, ce sont les mêmes sanctions qu'un expert comptable qui ne l'est pas. Ce sont les mêmes. Je veux dire, même ce sont les mêmes sanctions pour un expert comptable stagiaire, parce que l'expert comptable stagiaire est membre de l'ordre. Hein. Donc, ce sont exactement les mêmes sanctions. On pourrait prononcer une radiation ou une suspension. En fait, ça reste quand même très, très vexatoire. Surtout quand on est à la retraite, je pense. Même d'avoir eu un blâme. Ce sont les mêmes sanctions. Tout à fait.
Il y a une autre question. Quelle durée de responsabilité civile professionnelle conseillez-vous d'insérer dans la lettre de mission, sachant qu'elle peut s'étaler, il me semble, entre 1 et 10 ans? Exemple de clause, la responsabilité civile professionnelle de l'expert comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 5 ans à compter du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de la mettre en cause. Donc, je vais peut-être donner la parole à Maître Augustin Robert. Oui, mais la clause que vous venez de rappeler ne fait que rappeler l'article 2224 du Code civil. Ce qui est intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'insérer une clause de forclusion 3 mois à compter de la connaissance du sinistre. Il faut l'ajouter dans la clause concernant la responsabilité ou la prescription. Non, il n'y a pas de formalisme. Il ne faut pas trop le dire, mais ça marche bien, hein, la forclusion. Autre question, si nous avons des documents, donc factures a priori, des documents comptables non rendus au client et que ce dernier est en liquidation judiciaire, que dois-je faire? On doit les conserver, les remettre au liquidateur. On doit les remettre au liquidateur. Voilà, parce que les factures, du coup, c'est des documents qui appartiennent à la société et sur lesquels vous ne pouvez pas exercer le droit de rétention. J'ai l'obligation de les conserver. Hein. Je les conserve et je demande donc la possibilité de les remettre au liquidateur. Voilà. Oui, tout à fait. Les organes de la procédure se substituent au chef d'entreprise. Voilà. Donc, le chef d'entreprise, il a le droit d'avoir la communication des documents de l'entreprise. D'ailleurs, à ce sujet, je ne peux que conseiller de faire des remises régulières de documents aux clients et d'éviter de conserver, y compris sous format informatique, les documents aux clients et d'obtenir une attestation du client comme quoi les documents ont bien été remis. Merci. Une cliente représentée par son avocat, pouvons-nous communiquer les documents courants comptables de notre client à son avocat? À personne. Le secret professionnel, je crois que c'est Bernard qui l'a dit, il est absolu, à personne. Je ne peux communiquer les informations qu'avec celui avec lequel j'ai signé la lettre de mission, le représentant de l'entreprise. Le représentant de l'entreprise ou la personne qui l'a désigné éventuellement pour pouvoir signer la démission. Bernard? Oui, il y a une jurisprudence où un expert comptable a été condamné parce qu'il partageait l'information avec un autre expert comptable qui s'était adjoint dans un dossier. La Cour de cassation a dit non. Même entre professionnels astreints au secret professionnel, on ne partage pas le secret professionnel. Merci. Je discutais avec Augustin. Le problème se pose quand vous avez des missions relativement importantes dans lesquelles vous signez la lettre de mission, non pas avec le représentant de l'entreprise, mais avec un de ses salariés ou directeurs. Par exemple, je signe une lettre de mission avec un directeur financier. Là peut se poser la question à certains moments du secret professionnel. Et on ne peut pas demander au directeur financier s'il a bien reçu l'autorisation du dirigeant, qui est parfois aux États-Unis ou en Chine, pour pouvoir signer la lettre de mission. Mais il y a peut-être des questions qui pourraient se poser là, en matière de secret professionnel. Pas dans tous les cas, dans les cas où il peut y avoir des tensions. Monsieur dit, on devrait demander donc s'il a la délégation pour signer. Oui, c'est vrai, mais c'est parfois très délicat. Voilà. Il faut faire attention aux conjoints aussi. Alors le conjoint, c'est simple, hein, c'est même s'il a toutes les parts, c'est pas à lui qu'on remet les informations. Dans le cas d'un décès, c'est pas au notaire qu'on remet les informations, c'est pas aux ayants droit, c'est à ceux qui seront nommés donc, en tant que représentants dans l'entreprise. Ça, c'est assez clair. Alors, il y a une autre question qui est de savoir si l'on peut préciser la différence entre forclusion et prescription. Je pense que... Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'y aventurerai pas et je m'en tiendrai aux conséquences pratiques, qui est que la forclusion, elle peut avoir un délai inférieur à 1 an,
qu'elle n'est pas interrompue par la reconnaissance de responsabilité, comme c'est le cas pour la prescription, et que ça a été consacré par la Cour de cassation. Et donc, les auteurs, écrivent des lignes et des lignes sur ce sujet, mais alors schématiquement, j'ai cru comprendre que la forclusion touchait le droit lui-même, alors que la prescription ne touchait que le droit d'action. Mais enfin, une fois que j'ai dit ça, je ne vous aurais pas beaucoup éclairé. Et donc, je pense que voilà, ça n'a pas un intérêt pratique voilà, très important. Mais les mots ont leur importance. Hein. Oui, oui, par contre, il faut bien dire effectivement dans votre lettre de mission que vous stipulez un délai de forclusion. Et là, compte tenu de cette qualification, les tribunaux feront produire à cette clause les effets qui vous sont favorables. C'est mieux parce que sinon, on va devoir entrer dans le débat de la distinction qui justement est très compliqué et un peu abstrait, je dois dire. Alors, il y a encore un certain nombre de questions, donc elles seront, si on ne peut pas toutes les traiter à l'oral maintenant, dans tous les cas, on vous répondra par la suite. Je préfère le préciser en amont. Donc, on a 2 questions sur la lab. Donc, la première, c'est de savoir si le secret professionnel est levé entre un expert comptable et un commissaire aux comptes s'agissant de la lab. Et du coup, j'en profite. La deuxième question est en cas de soupçon de blanchiment d'argent pour un client, la non-déclaration peut-elle engager la responsabilité de l'expert comptable? Première question, non, le secret n'est pas partageable. La deuxième question, c'est un vaste débat, il faut y être très attentif. Et je me souviendrai toujours de la réflexion du patron de Tracfin à qui on posait la même question. Il a dit, lorsqu'il y a doute, il faut qu'il y ait déclaration. Donc, à partir du moment où vous avez le moindre doute, après, il n'y a plus de doute, on déclare. Alors maintenant, pratiquement, effectivement, je mesure tout ce que ça implique. Et voilà. Et la jurisprudence, en tout cas, lorsqu'il y a un problème de blanchiment devant les tribunaux, est de plus en plus restrictive et dure. C'est-à-dire que on peut blanchir n'importe quoi, y compris le produit de l'exercice légal de la profession d'expert comptable. Donc la jurisprudence absorbe absolument tous les cas de blanchiment, ce qui n'était pas le cas à l'origine, hein, et à une acception extrêmement stricte des obligations des uns et des autres. Et n'oublions pas, avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, que nous sommes des professionnels. Donc, nous avons un devoir d'exemplarité, disent les décisions. Voilà. Et je précise simplement qu'en fait, en cas de doute, vous pouvez contacter la cellule lab qui a été mise en place par le Conseil national de l'ordre des experts comptables. C'est un numéro vert qui est à disposition. Donc, vous pouvez nous contacter et on vous transmettra les coordonnées de ce numéro vert, puisque du coup, il vaut mieux quand même les contacter en amont. On vous recommande fortement de contacter la cellule lab avant toute déclaration. Comme ça, si vous avez un doute, ils pourront vous orienter. Et je préciserai une chose, juste pour le sourire, c'est qu'il faut déclarer, mais il faut bien déclarer. Parce que si on déclare alors que le système informatique de Tracfin ne fonctionne pas et qu'on envoie sous format papier, Tracfin considère qu'on n'a pas déclaré. Et Tracfin s'énerve et se plaint auprès du Conseil national qui traduit le confrère en champ de discipline. Ça nous avait fait assez sourire parce qu'il avait déclaré sous format papier en expliquant que le système informatique, ce qui était avéré, ne fonctionnait pas. Mais Tracfin lui répondait, c'est par voie électronique qu'il faut déclarer. Donc, il les avait traités de choses qu'il faut éviter, de mots qu'il faut éviter, mais il avait été traduit en champ de discipline. Donc, déclarer, mais bien. Pas que le blanchiment et le terrorisme, c'est tous les délits susceptibles d'être sanctionnés par une peine de prison supérieure à 1 an. Donc, il y a pratiquement tout le programme. À l'origine, c'était pour lutter contre le terrorisme et maintenant, c'est pour lutter contre tout. On est bien d'accord. Une dernière question peut-être sur
Une dernière. Qu'en est-il d'une audition devant la police judiciaire en tant que témoin pour un dossier où le client a détourné et où la question posée est de savoir si on se sent responsable et pourquoi? Alors, je précise simplement que la levée du secret professionnel, si vous êtes auditionné par la police judiciaire, pour qu'il y ait levée du secret professionnel, il faut qu'il y ait une réquisition judiciaire qui vise les documents éventuels qui pourraient vous être demandés dans le cadre de la procédure. Autrement, il n'y a pas de levée du secret professionnel, sauf mise en cause personnelle. Le président Régnier me dit il faut un avocat. C'est une sage précaution. Alors, les réquisitions, c'est les documents. Il faut qu'il y ait une réquisition et on est sur l'existence d'un motif légitime ou pas. Enfin, c'est assez particulier et assez complexe. Il faut examiner la situation au cas par cas. La question qu'on pose n'est pas la réquisition, si j'ai bien compris, c'est l'audition devant, et c'est valable, juge d'instruction, police judiciaire, expert judiciaire mandaté par le juge d'instruction. Là, vous êtes soumis au secret professionnel. En revanche, décrire de façon générale le mécanisme, etc., c'est-à-dire l'aspect technique de votre profession, oui. Mais l'information, elle est couverte par le secret professionnel. Voilà. Le secret professionnel est la règle. Elle est applicable en toutes circonstances, sauf exception. Et n'oubliez pas, parce que c'est ça le problème, c'est que si vous divulguez une information couverte par le secret professionnel, vous commettez un délit. Et c'est pour ça que cette question pose difficulté. Parce que vous faites une erreur, bon, vous faites une erreur, il y a une information qui fuite. Vous n'êtes pas la première et la dernière fois qu'une information fuitera, mais il y a une sanction pénale à la clé. Et là, c'est délicat. C'est délicat. Merci. Et pour les questions qui n'ont pas été traitées, dans tous les cas, elles seront traitées par la suite. Et du coup, nous vous remercions de votre attention, sauf s'il y a une dernière remarque, peut-être. Merci à tous pour votre attention.